Salut, c'est Valentin. Merci à toi de prendre le temps d'écouter cet épisode. Avant de commencer, je t'embête quelques secondes pour te parler de notre média. Tu le sais déjà peut-être, mais 11e art est un média indépendant qui ne vit actuellement que de la générosité de ses auditeurs. C'est pourquoi, pour continuer à vivre et surtout à rester gratuit le plus longtemps possible, les dons sont essentiels. Si tu aimes nos contenus et que tu as les capacités financières de nous aider, tes dons sont évidemment les bienvenus. Pour ça, tu as deux options possibles. La première, c'est notre cagnotte Tipeee. Tipeee, c'est un site créé pour soutenir les producteurs de contenu comme nous. Tu peux donner le montant que tu veux, que ce soit de manière régulière ou ponctuelle. La seconde option, c'est via notre page Hello Asso. Comme 11e art est structuré sous la forme d'une association, il est possible de faire un don directement à l'association, le tout en échange d'une exonération fiscale de 66% du montant de ton don. Par exemple, si tu as l'immense bonté de donner 1000 euros, tu auras le droit à une exonération fiscale de 666 euros pour le reste de tes impôts. Enfin, quelle que soit la plateforme via laquelle tu nous écoutes, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce, à commenter ou même à activer la petite cloche pour être informé de la publication de nos nouveaux épisodes. C'est très important pour notre référencement. Merci de m'avoir écouté et très bon épisode à toi. Créer des problèmes là où il n'y en a pas, se compliquer la vie, à croire qu'il est un peu maso. On pourrait croire au bilan écrit de mon psy me concernant, mais il s'agit bien là de ce que je pense de l'ex-édenté le plus connu de France, notre Dédé national. On apprend aujourd'hui que le sélectionneur des Bleus aurait décidé de donner le capitanat à Kylian Mbappé. Les deux gendres parfaits, Lloris et Varane, partis en retraite, il est vrai que la question de leur succession n'avait étonnamment que peu interrogé les médias et les foules. Pas si étonnant, tant pour tout le monde, le brassard bleu-blanc-rouge allait logiquement échouer sur le bras d'Antoine Griezmann. Mais le prodige de Bondy en 5-6 ans d'existence a éclipsé le sacrificier de Mâcon. Leader technique des Bleus depuis 2014, socle de la reconstruction d'une équipe déchue, Grisou mérité. Lui qui a ému la France avec ses larmes en 2014 et 2016, qui a porté l'équipe en 2016 et 2018, centre du projet de jeu s'il en fut un de Deschamps, on ne peut que comprendre l'amertume de l'élégant gaucher. À 32 ans, il est un joueur rare dans un football de plus en plus stéréotypé. De par son jeu, faux lent, pas de gauche élégante et une intelligence du jeu, du rythme au-dessus de la moyenne, il est de ces joueurs qui sentent le jeu, qui sont le jeu. De par son parcours, recalé du centre de formation, obligé de s'exiler en Espagne très jeune, modelé par le Cholo, il est la revanche et la hargne. Il est cet état d'esprit que nécessite chaque équipe pour réaliser un parcours victorieux dans n'importe quelle compétition. Dans ses frasques aussi, celui qu'il ne faut pas confondre avec un dragibus rose aujourd'hui égaye la vie de groupe. À travers les vidéos FFF et les commentaires de ses coéquipiers, on ressent bien que le chien de la caisse sur le pré est aussi l'amuseur public dans le vestiaire. Alors non, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien de ne pas voir l'ex-chouchou des Français ne pas être nommé chef de meute en vue de l'Euro 2024. Au-delà des préférences de chacun, du talent des joueurs, Deschamps joue le jeu dangereux du schisme et de l'injustice. Malgré l'état d'esprit irréprochable de son fidèle lieutenant, le double D vient de planter dans un vestiaire la graine de l'injustice, réelle ou ressentie, obligeant tout un chacun, des supporters aux joueurs, à prendre parti. Nous sommes les amis d'un couple dont on aime les deux parties, mais l'on sait que l'on devra choisir, même si eux ne le demandent pas. Le stratège basque est un pervers narcissique, caressant et flattant d'une main, brisant de l'autre. On continue à être surpris alors qu'on l'avait déjà vu à l'œuvre avec le caïd de Bron, le duc de Boulogne ou la tour de contrôle catholique. Deschamps n'aime pas être contrarié, Deschamps n'aime pas qu'on lui dicte ses choix, Deschamps n'aime pas qu'on lui résiste et surtout Deschamps s'aime. Alors si la nomination du Kicks ne me déplaît pas en tant que telle, j'aurais aimé voir l'un des joueurs majeurs des Bleus finir sa carrière nationale tranquillement, sans ombre, et j'aurais envie de dire au gendre idéal de Bondy, attention, la dèche est vite arrivée. Bonjour à tous, bienvenue chez nous, vous êtes ici chez vous sur Poteau Carré. J'avais envie de mettre un petit coup de gueule en intro et Dieu sait que j'ai dit la moitié de ce que j'avais, mais j'en ai gros. Bref, oublions, laissez-moi vous présenter le trio de capitaines qui m'accompagne car moi je ne choisis pas. Contrairement à Oussem, lui n'a toujours pas choisi pour quelle équipe nationale il allait jouer. Choix compliqué parmi ses 87 pays de cœur. Tom, comment vas-tu ? Alors, franchement, après le crunch France-Angleterre d'il y a 2 semaines, je sais toujours pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en rugby, j'aimerais jamais la France. Putain, ça doit être infernal ta vie. Avec nous à ma gauche, le talent de Kylian, mais le double de son âge. Il ne jure que par le football champagne, encore plus depuis son déplacement de dimanche dernier. Ça va, Bilal ? Je l'ai écrit avec un E, Bilal, pour m'en rappeler là, tu vois. Bah écoute, c'est un bel effort. Enfin, au bout de la 47e émission, tu vas m'appeler par mon prénom, c'est sympa. Les 10 ans d'amitié, non ? Ça aussi Ah, c'est ça, à peu près. Et ouais, content d'être là, surtout pour parler de football portugais quand la France est en feu. Donc ça me Bravo, plaît. très bonne vanne.
qui nous rappelle les sombres heures d'un soir de juillet 2016. Et enfin, en face de nous, notre malheureux Flo, l'énergie solaire de Michel Houellebecq couplée à celle de Jacques Santini dans une seule personne. Il ne croit plus en rien et si le soir vous entendez ce n'est pas Alex qui monte dans sa chambre en fauteuil Stana, mais bien Flo qui rembobine ses cassettes du PSG des années 90. Tu vas faire l'émission quand même, Flo ? Je ne sais absolument pas pourquoi je disais que le foot ne me hype absolument plus, mais au moins je suis à portée de... Tom est à portée de baffe de moi plutôt, puisqu'il vient de dire qu'il déteste les Français en rugby. Je pense que j'aime les Anglais en tout, sauf en rugby. Voilà, c'est parfait, c'est de bonne guerre. C'est bien, vous vous complétez magnifiquement. Mais c'est bien, on va parler d'un territoire que tu ne connais pas, Flo. On va parler de quart de finale de Ligue des Champions. On va changer un peu les idées avant d'attaquer notre gros morceau. Les gars, je vais vous demander une petite reco à nous donner, un truc, un matériel culturel que vous avez aimé dans le foot ou dans le sport ces dernières semaines. Et je vais suivre notre ami Leplat et faire une reco de son merveilleux After Foot la revue, le dernier, le numéro 8, qui s'intitule Sex Football Club. Il parle des relations qu'ont les joueurs, les bienfaits ou non de l'activité conjugale la veille d'un match, les difficultés de percer dans le journalisme sportif pour une femme et plein d'autres sujets autour de la sexualité. J'ai particulièrement apprécié l'article de Johan Lemaire sur l'homophobie, qui évidemment n'est pas important pour la FFF, mais qui continue de percer, tel un Kicks en furie. Donc, à noter quand même une deuxième partie qui est moins sur le sexe, évidemment, il y a toujours une deuxième partie plus foot. Un peu déçu de cette partie, tu m'as dit. Justement, ils ont quand même fait le lien en parlant du Liverpool-Manchester qui s'est passé il y a un petit mois, non ? Déjà, ça ne m'a pas trop plu, mais surtout les jeunes de l'Ajax qui jouent en deuxième division néerlandaise, ça qui plaît toujours et qui marche plutôt bien pour notre sujet du jour parce que c'est également le cas du Benfica. Donc je recommande ça et un petit bonjour aussi à notre ami Adrien Mathieu avec un nouveau podcast sur la formation en Algérie pour Formation FC qui parle toujours aussi bien de la formation des jeunes et des coachs. Et maintenant, il fait son émission de chronique, le gars. Ouais, Bilal, t'as une petite reco ? Ouais, bon, moi, j'ai pas été très pro cette fois, j'ai pas trop préparé ça, mais je vais vous parler du coup de ce que j'ai lu récemment qui m'a plu. Déjà, il y a un petit article de Timothée Pignon qui avait déjà été auteur de l'article sur Kanté la semaine dernière, la petite enquête sur le mal-être de notre cher N'Golo Kanté. Exactement. Et donc déjà une enquête super intéressante. Et là, il a sorti cette semaine un article sur le Barça et cette défense. De vraie qualité cette année. Donc voilà, il décrit un petit peu ce qui fait que le Barça est aussi solide défensivement cette année et c'est assez intéressant. Et sinon, j'ai une autre reco quand même, une petite série que j'ai regardée maintenant c'est 8 par personne. Écoute, on a le temps, non du coup, une série qui s'appelle Full Swing. Alors, ça parle pas du tout de foot, mais on est avant tout des fans de sport. Du coup, Full Swing, c'est le Drive to Survive du golf. Et honnêtement, j'y connaissais rien au golf. Et ultra intéressant, 8 épisodes de qualité qui m'ont presque donné envie de regarder ça à 3h du mat. Mais alors, ça te fait quoi, Eric Zemmour, Bilal qui regarde Full Swing? Et du coup, ça me permet de rebondir sur la série Drive to Survive qui arrive sur le Tour de France en juin et qui va revenir sur un Tour de France qui était assez extraordinaire l'an dernier. Donc voilà, je pense que ça va être bien kiffant. 11e art sponsor par Netflix bientôt ou c'est comment là? Avec plaisir, mon ami. On espère, la moula. Flo, petite reco? Petite reco sur Bullyland, le site dédié à l'actualité du foot allemand dans ses grandes lignes, donc à la Bundesliga. Et non pas du harcèlement et de ses meilleures techniques pour harceler vos amis. Non, exactement, on va éviter. Enfin, c'est pas Polo Breitner qui l'aurait lancé, ça aurait plutôt été Noël Le Graët dans ce. Ouais. Mais non, Polo Breitner, l'immense Polo Breitner d'RMC que vous connaissez sans doute, qui a créé son site Bullyland dédié à l'actualité du foot allemand, National Mannschaft, Bundesliga, mais aussi tout ce qui se fait de foot allemand à l'étranger. Et son site est ultra intéressant, il y a des débriefs de tous les matchs, tous les week-ends, des gros focus aussi sur des clubs, des entraîneurs, des joueurs. Et puis au-delà de ça, du coup, ça a permis à Polo Breitner aussi de se lancer sur Twitter. Alors, on n'attendait pas de lui que ça soit un Rio Lobis, il est juste là pour mettre en avant ses articles. Mais ça fait plaisir de le retrouver enfin. Et puis, une nouvelle bonne base de travail pour 11e art. Exactement. Et la dernière reco, c'est toujours concernant Polo Breitner, pour rester sur la lignée. Je vous conseille d'écouter, ils l'ont séparé en podcast du reste de l'émission, mais d'écouter son coup de gueule sur la VAR et le foot moderne qu'il a donné dans l'after. Donc c'était la semaine dernière après le City Leipzig et les erreurs d'arbitrage et de VAR. C'était un coup de gueule légendaire globalement sur la société actuelle. Ah oui, il était en craquage complet. Moi, j'ai qu'une seule petite reco parce que j'étais pas bien inspiré. J'ai bien kiffé sur Prime, même si c'est pas la première fois qu'ils le font. La petite séquence avec le micro qu'on avait sur notre bon Millau pendant le match, qui était très bon. Pendant le match Lyon-Nantes, qui était très bon. Et en fait, ça fait plusieurs fois que je me fais la réflexion que sur ces petits espaces-là, en fait, les arbitres
sont plutôt très bons et je me demande si c'est parce qu'ils font gaffe parce qu'ils ont un micro ou en fait si le micro les humanise et nous aide à les comprendre et que ce n'est pas juste un matériel de haine. Donc je pense que ça donne du grain à moudre pour la sonorisation des arbitres tout simplement. J'attends quand même de le voir sur le long terme parce que j'ai un peu ce sentiment que c'est presque une opération de com. Parfois, quand tu vois ce truc où tu vois l'arbitre qui justement sait qu'il est filmé, si c'est le cas tous les week-ends, au bout d'un moment, je pense que ça se normalise. Et du coup, parce que les arbitres de rugby ont tous l'air très sympas. Et je pensais pas dire un jour dans ma vie que Benoît Millot avait l'air sympa parce qu'il a quand même un physique de petit bichiste. C'est pas comme s'il y a un épisode du Comex là-dessus. Par exemple, sur toutes les plateformes dès lundi dernier. Allez, écoutez tout ça. Bon, allez, les gars, on passe à notre gros morceau et on se dirige au pays de la plus-value et de la morue. J'achète, je valorise, je vends, j'encaisse. J'achète, je valorise, je vends, j'encaisse. Ça pourrait être la devise du Benfica Lisbonne, telle un liberté, égalité, fraternité portugais. La politique sportive du club historique lisboète ressemble à un club français qui réussit. On aurait d'ailleurs vu le petit Jean-Michel tenter de se faire rebaptiser Joao Michel Olazinho pour apprendre de leur science. Blague à part, les rois du trading en Europe semblent cette année, sous la houlette de Schmitt, réussir à maintenir une équipe ultra compétitive, malgré notamment le départ de Enzo Fernandez cet hiver. On va essayer d'analyser, les gars, tout ça, comme d'habitude, comme on le fait avec toutes ces équipes qui nous intéressent. Et avant tout, évidemment, revenir sur l'historique sportif du club de la péninsule ibérique, mais aussi sur le rapport de la capitale portugaise au foot. Qu'est-ce qui veut enclencher ? Benfica, c'est un club qui a été créé en 1904 par des élèves de la Real Casa de Lisbonne qui au début vont fonder le Sport Lisboa et après un club qui va fusionner en 1908 avec le Sporting Club de Benfica. Ah, t'as pris ton accent, écoute, c'est je rappelle quand même que je suis le local de l'émission. Un sur le Mouloudia d'Alger. Voilà, exactement. Du coup, ils vont former le club qu'on connaît en 1908, le Benfica. Et donc le Benfica, ça fait partie des 3 grands clubs portugais que sont Porto, le Sporting et Benfica. Et dès la création du championnat portugais, ces 3-là vont se partager tous les titres. Mais c'est surtout le Sporting et Benfica. Faut comprendre un petit peu ce que représente Benfica et le Sporting pour la ville de Lisbonne. D'un côté, Benfica, c'est vraiment le club populaire. C'est le club même anti-régime. Le Sporting, c'est plutôt l'élite. Donc, il faut savoir que le Sporting avait beaucoup de ses dirigeants qui étaient proches du pouvoir de la dictature de Salazar, alors que Benfica, c'était plutôt, il y en avait très peu et c'était plutôt anti-régime au global. On arrive au début des années 60, donc les deux vont gagner quasiment tous les titres. Au début des années 60, du coup, ils sont à 10 titres chacun. Et à ce moment-là, il va se passer, il y a 2 événements qui vont être marquants. L'arrivée de Bela Gutmann de Porto d'ailleurs, qui va arriver en 59, et ça change tout parce qu'il va arriver au club et il va virer 20 joueurs. Il va mettre les jeunes au centre du projet et il va gagner 2 titres avec Benfica et la fameuse première Coupe des clubs champions, la première du club en 61. La politique sportive jeune et trading, en fait, elle est dès 1960. C'est pour ça qu'ils s'en sortent bien maintenant. Dès le début, Ouais, ils installent effectivement. Il y a cette première victoire en 61, déjà avant fin des années 50 et début des années 60. C'est le début de la période d'âge doré qui va durer sur les années 60-70. Et donc il y a cette première Coupe des clubs champions en 1961, la deuxième qui suit en 1962 avec l'émergence de Eusebio qui était à l'époque dans les équipes de jeunes en 61, donc qui n'est pas officiellement champion en 61 et qui va vraiment porter Benfica sur l'édition 62 et surtout sur l'ensemble des titres. Ils font 3 autres finales de Coupe des clubs champions dans les années 60, toujours sous le règne de Eusebio. Le seul truc, c'est qu'on parlait de Gutmann, donc l'entraîneur hongrois qui est l'entraîneur mythique et qui a construit ce grand Benfica. Gutmann, il va finir par partir, il est en conflit avec sa direction pour des questions de revalorisation salariale. Et il va partir en ayant cette phrase qui va lancer la célèbre malédiction de Benfica où il dit « Je m'en vais en vous maudissant à partir d'aujourd'hui et pendant 100 ans, Benfica ne remportera pas une Coupe d'Europe. » Et depuis, en effet, Benfica n'a pas remporté aucune Coupe d'Europe, malgré, je crois qu'on est à 8 finales tout cumulé, on est à 5 finales de C1, donc Coupe des clubs champions ou Ligue des champions, et 3 finales perdues en C3, les dernières en 2013-2014. Et l'anecdote est assez cool, c'est que Vieira, qui était un des présidents emblématiques des années 2000 jusqu'à très récemment, qui a passé près de 20 ans à la présidence du club, quand il perd ses 2 finales d'Europa League en 2013 contre Séville et 2014 contre Chelsea, il se dit mais c'est pas possible, cette malédiction existe réellement. Et en fait, pour les 110 ans du club, il va faire construire une statue sur le parvis du Stadio de la Luz pour essayer de vaincre la malédiction, mais ce qui pour l'instant ne fonctionne toujours pas. Mais il est passé, celui qui a lancé la malédiction, il est passé au PSG, non, aussi à un moment? Il n'est pas parti encore. Il a été enterré sous le parc. Avec un cimetière à neuf au Parc des Princes. Et d'ailleurs, il y a une autre anecdote par rapport à ça, c'est même Eusebio
qui, lors de la finale 90, donc après la demi-finale, on s'en rappelle, la main de Vatin, donc demi-finale remportée face à l'Olympique de Marseille. En 90, la finale est à Vienne, donc chez Gutmann, et du coup, Eusebio qui va déposer un bouquet de fleurs sur la tombe de Gutmann qui gît là-bas. En disant, je crois, Bella Ciao, Bella Ciao. Alors, pas sûr, à vérifier, mais du coup, pour essayer de conjurer cette fameuse malédiction, et comme on le sait, ça ne suffira pas. Défaite une nouvelle fois de Benfica qui du coup a une malédiction qui les suit depuis un paquet d'années. Ouais, donc là on quitte les années 60-70 où même s'il y a des succès nationaux, il y a cette malédiction créée par Gutmann. Si on y croit ou si on n'y croit pas, on se dit juste que c'est une question de malchance. Et le Benfica va poursuivre après, où il y a aussi l'émergence vraiment d'un gros Porto, le Sporting qui continue. Ils vont se partager évidemment les titres sur les décennies qui vont suivre. Il y a un regain sur l'échelle européenne aussi du Benfica qui va faire 2 nouvelles finales de Coupe des clubs champions. La première, c'est en 88. Ils perdent en finale contre le PSV. Et la deuxième, c'est 2 ans plus tard, en 90, où ils vont perdre contre le Milan de Sacchi, qui est ce Milan assez imbattable. Mais pour le coup, il y a aussi cette période assez faste au milieu des années, fin des années 80, début 90. Et par contre, à partir du milieu des années 90, il y a des grosses difficultés économiques. On sait que les clubs portugais ont régulièrement des grosses difficultés économiques, des affaires aussi. On sait que Benfica fait partie des clubs connus pour être les clubs les plus corrompus et les plus dans les affaires avec la Juve et un club dans le sud de la France. Et bref, ils ont ce gros trou d'air les crocos de Nîmes. Ils ont ce gros trou d'air du milieu des années 90 au milieu des années 2000 où les difficultés financières font qu'ils vont franchement pas beaucoup réussir. Ils retrouvent un titre national en 2005. Et là, ils vont vraiment faire naître une nouvelle. Enfin, c'est le président Vieira qui va faire naître une nouvelle dynamique avec l'arrivée de Jorge Jesus en 2009. Mais c'est ça qui est étonnant, je trouve, avec Benfica, et on y reviendra en revenant sur les années contemporaines, c'est que par rapport à tous les clubs dont on a déjà parlé, où on a l'impression que la progression se fait quand même beaucoup en montagne russe, malgré les quelques petits trous d'air, c'est quand même un club qui a plus ou moins toujours brillé sur la longueur, qui a jamais eu d'énormes chutes, qu'elles soient administratives ou sportives. Et on a l'impression qu'il y a quand même un esprit dans ce club. On parlait d'institutions dans un des comex, qu'il y a un esprit et une politique sportive qui est ancrée depuis très longtemps. C'est une institution, clairement, c'est avec 250 000 membres du club, là, un peu à la socio à l'espagnol. C'est le deuxième plus gros club en Europe en nombre de socios, avec 14 millions de supporters à travers le monde, c'est quand même assez fou. Il y a une petite anecdote sur les années 90, sous la présidence de Manuel Damasio, où je vais essayer de le prononcer comme je peux, parce que pour le coup, le néerlandais, c'est pas le portugais. Je joue ton rôle cette fois. Voilà, c'est ça. Je vérifie. En 3 ans, entre 94 et 97, ils recrutent quand même 100 joueurs. Donc en termes de... ils avaient déjà commencé le truc en fait. C'est-à-dire que alors, pire que Chelsea, tu vois. Vraiment, on est là-dessus. Donc franchement, il a fait tout et n'importe quoi. Et effectivement, ça s'est rattrapé un petit peu au début des années 2000. C'est plus stable. On a eu du coup la présidence long terme. Il y a donc les finales de Coupe d'Europe. On a quand même l'emblématique Jorge Jesus qui... Moi qui ai grandi avec le foot des années 2000 surtout, j'ai l'impression que Jorge Jesus est entraîneur de Benfica depuis toujours, même s'il y a eu effectivement... Et surtout que je l'ai revu récemment là, sur le banc, il est en Turquie je crois maintenant. Ouais c'est ça, mais il était quand même entraîneur... Cet homme ne vieillit pas. C'est-à-dire que vraiment il avait la même gueule en 2010. Mais il était déjà vieux à l'époque. Ouais, c'est ça. Voilà, il est revenu qu'il a 55 ans. Voilà, il est revenu il a fait 2009-2015 et après 2020-2021. Il a quand même fait un petit passage par le Sporting entre temps, donc il est plus trop apprécié et il a fait tout et n'importe quoi entre temps. Donc sans peu de calme depuis. Ouais, il est parti un petit peu partout, mais quand même mine de rien. Tu parlais justement, Flo, on va revenir du coup sur cette période un peu depuis l'année 2009 et ce qui avait été mis en place. On peut dire que Jorge Jesus est assez emblématique de la nouvelle politique de Benfica qu'on connaît maintenant, qui est de recruter les jeunes, de valoriser, donc en fait de fonctionner presque sur un système comme l'Ajax, mais on va dire plus étranger, c'est-à-dire sur des systèmes de phase de 2-3 ans où on valorise les joueurs et on les revend. Sauf que là, on a l'impression que on arrive au bout d'un truc où ils ont un peu trouvé le jinx du truc. Enfin, c'est-à-dire que maintenant, ils n'ont pas de baisse sportive en fonction de leur période. Ouais, exactement. En fait, le renouveau et vraiment le regain d'attractivité et de regain sportif aussi du Benfica, il est loué à Luis Felipe Vieira, donc qui est un des présidents emblématiques, même si l'histoire c'est un peu mal fini. Tom en parlait très bien, c'est un système de sociaux, c'est le deuxième club en termes de nombre de membres, parce que le système allemand n'est pas pareil, mais derrière le Bayern, beaucoup grâce à la diaspora aussi qui a portugaise à travers le monde. Et Luis Felipe Vieira, il a beaucoup joué là-dessus, il a été réélu 6 fois par les socios, donc il a un règne de 2003-2021, et c'est lui qui va beaucoup moderniser le club. Au début, il essaye de faire confiance à des coachs étrangers, il fait venir Trapattoni, il fait venir Koeman. Il voit que ça fonctionne pas forcément et en 2009, il installe Jorge Jesus et sur l'ensemble de l'ère des presque 20 ans, des 18 ans sous Luis Felipe Vieira, il y a 7 titres de champion, il y a 2 finales européennes. Donc il y a vraiment
un vrai regain d'attractivité sportive. Et il va aussi beaucoup moderniser le club, moderniser les structures avec ce centre d'entraînement SHL qui est un des centres les plus modernes au monde, et aussi beaucoup miser sur le scouting. Donc Vieira, aujourd'hui, on peut dire qu'il est plutôt apprécié dans l'esprit des supporters benfiquistes encore, parce que mine de rien, aujourd'hui, Benfica vit encore sur les cendres du travail de Vieira. On ne peut pas accorder ça à la nouvelle présidence. Qu'est-ce qu'on peut voir précisément qu'il a fait dans ce club-là quand tu parles de moderniser, qu'est-ce qu'il a fait sur l'académie, par exemple, sur la manière de recruter à travers le monde? Déjà, quand il inaugure le centre de formation en 2006, donc, comme l'a dit Flo, c'est une structure vraiment de haut niveau. Et en fait, il va y avoir un juste milieu qui va être fait entre placer 200 recruteurs à travers le monde pour justement faire de la post-formation, aller repérer les talents, etc. Et justement miser sur l'avenir Donc juste pour s'arrêter, on a 200 recruteurs à travers le monde. Ouais, donc, 200. Ouais, c'est un peu plus que l'OL. Ça va chez vous? Tu te portes bien, Bruno? Donc voilà, du coup, tu as vraiment ces deux côtés. La formation où ils investissent chaque année 10 millions dans le Benfica Campus et surtout ce qui fait souvent le propre des bons centres de formation, c'est que ils les préparent sur tous les aspects de la vie. C'est pas que des footballeurs qui vont former. Gonzalo Ramos disait dans une interview, on les prépare à devenir des citoyens. Donc voilà, il y a toujours ce truc où tu as le footballeur, mais tu as aussi l'homme. Et donc, ils développent des hommes. Et à côté de ça, gros réseau à travers le monde qui va chercher des pépites pour derrière. Il se spécialise vraiment en formation, post-formation sur la politique sportive. C'est ça. Et ça marche plutôt bien. Mais ce qui fait que ça marche et qu'ils enchaînent les périodes, c'est peut-être que les mecs, ils ont 250 fiches de plan B, C, D, E, F derrière au cas où ils en vendent un. Tu voulais rajouter un truc sur la formation, Tom? Il y a plein de choses sur la formation, mais il faut quand même savoir que début des années 2000, il y a un gros truc au Portugal qu'il faut quand même noter, c'est la tierce propriété, le TPO en anglais, qui était en gros qui permettait au club portugais surtout de partager la propriété des joueurs, qui leur permettait de les acheter moins cher, même s'ils les revendaient du coup moins cher parce qu'il y avait d'autres propriétaires du joueur. Mais la FIFA l'a éradiqué ça il y a 10 ans. Il y a moins de 10 ans. Il y a moins de 10 ans. Ouais. Voilà. Donc, ils ont dû changer un petit peu leur approche. Pour bien expliquer aux gens, c'est comme les joueurs étaient devenus des sociétés et en fait, ils achetaient des parts de cette société. C'est même pas une question On se souvient de Mangala qui avait joué à Porto au Portugal, donc je crois que c'était 40% à l'époque ou 30% qui était détenu par une société qui faisait de l'hydrocarbure ou du charbon. Ouais, c'est ça. Donc, c'est même pas une question de droit à l'image, etc. Là, c'est toute autre chose. C'est vraiment le joueur en lui-même qui est détenu. Après, il y a eu recrutement plus en plus intense. C'est pas que du recrutement à 2-3 millions. Il faut quand même savoir que Di Maria, c'est 8 millions quand il arrive d'Argentine. Witsel, c'est 9. Nunez, c'est 25 millions, même s'il quadruple à Liverpool 2 ans plus tard. Enzo Fernandez, qui avait vendu à Chelsea, c'était 20. 44, c'est 44. C'est 40 avec bonus. Ouais. Mais oui. Mais ils n'ont pas touché les bonus. Ouais. Parce qu'il est parti trop vite. Okay. Mais Voilà. oui, je crois Mais en que gros, c'était 18. 20 le Voilà. fixe. Donc, Ouais. c'est un petit. C'est pas Mais que... ils n'hésitent pas en tout cas à mettre des sous sur la table pour recruter. On n'est pas sur de la pépite à 200 000 non, balles c'est tout le ça. temps. Et donc, il faut quand même savoir que du coup, le Sporting progressivement a pris le championnat portugais. Le Porto a pris le Brésil. Et donc, eux, ils ont dû trouver ailleurs. Donc, ils ont fait effectivement Enzo Fernandez avec l'Argentine. Beaucoup en Scandinavie, donc Lindelof notamment. Et les Balkans. Donc, Vlaco Dimos qui joue dans les buts aujourd'hui. Et de Serbie. Donc, il y a un peu de tout ça. Au Black, évidemment, Ederson, un autre temps, mais ça c'est le Brésil. Mais donc forcément, la plus grosse partie du club, et moi je pense que c'est la partie la plus importante, c'est leur centre de formation. Même s'ils vendent à chaque fois énormément d'argent, c'est quand même les stades de CES, c'est la plus grosse vente depuis 10 ans en millions d'euros, c'est 400 millions sur 10 ans de joueurs formés et 1 milliard sur l'ensemble avec les joueurs recrutés. Il n'y a que Porto, je crois, qui a fait autant. C'est ridicule. Donc, tu as évidemment la vente de Félix qui compte là-dedans, 120 millions. Voilà. Ouais, mais il faut y aller aux 400 millions quand même. À défaut d'avoir un centre de formation, l'OL, c'est similaire en termes d'investissement. C'est 10-12 millions, mais tu sais ce que tu fais avec cet argent-là. C'est-à-dire qu'effectivement, ils forment des citoyens. Ils veulent former des joueurs qui sont tout de suite prêts pour l'équipe première. Les coachs, ils sont dégoûtés parce qu'ils voient leurs joueurs partir tout de suite. Il y a un super article du Athletic où ils sont partis dans le centre de formation parler aux coachs qui leur dit en gros, ouais, on est vite fait content qu'on voit des joueurs en équipe première, mais il n'y en a qu'un. Nous, on en veut 6-7 et gagner des champions. Il ne faut pas trop en demander non plus, mais en gros, c'est bien d'avoir cet objectif-là. Voilà. C'est l'idée d'avoir tout de suite une équipe un peu à la OL avec effectivement 7 ou 8 joueurs tout de suite. Le truc, c'est que tous les joueurs et les coachs, surtout, sont là depuis 15 ans. Le directeur du centre de formation est là depuis 15 ans. Il y a 150 coachs et 90 membres de staff.
Il y en a 90 qui représentent des coachs préparateurs physiques, mentaux. Mais 150 coachs, c'est délirant. Mais surtout, comme tu dis, ils sont là depuis 15 ans. Ça montre aussi la stabilité qu'il y a dans ce club. C'est pour ça que je disais qu'on était encore sur le travail de Vieira. Est-ce que tu voulais rajouter un petit truc vite fait sur la formation avant qu'on avance, Bilal ? Typiquement, en 2008-2009, je crois que tu as 3 joueurs de l'effectif qui sont issus de la formation. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu as quand même énormément d'éléments qui sont dans l'équipe première, formés au club. Et donc, tu as vraiment ce travail qui a débuté, on va dire, en 2006, qui s'est répandu avec le temps et qui maintenant, ils peuvent récolter les fruits de ce beau boulot, quoi. Mais c'est vrai que le travail de ce qui a été fait sur le Seychelles, c'est assez impressionnant. Il faut vraiment se rendre compte, ça fait partie des centres de formation les plus modernes et les plus productifs, on va dire, comme la Masia. C'est vraiment un côté institution. l'ADN. C'est un centre qui est énorme à 20 km de Lisbonne. Je crois qu'il y a 62 chambres, 19 hectares, plus d'une dizaine de terrains. C'est absolument fou et ça a eu ses fruits, comme Tom l'a en parlait. On a eu des joueurs formés de Bernardo Silva, Cancelo, Renato Sanchez, Joao Félix ou Ruben Dias ces dernières années. Et ça, c'est vraiment que ces dernières années récentes. Exactement, sur les années récentes, mais aussi parce que le Sporting a toujours eu, comme le disait Tom, ce côté on se focus, on est le club formateur des Portugais, mais par contre Porto, eux, ont complètement délaissé ça. Porto est beaucoup plus allé sur le Brésil et la Colombie. Il y a le fils de Conceição quand même. Ouais, mais évidemment il y en a, mais c'est quand même ce qui a permis aussi au Benfica de se relancer sur le marché local. Il y a une différence quand même à noter avec que ce soit l'Ajax ou la Masia, c'est qu'il n'y a pas forcément un style de jeu qui se démarre des plus jeunes. C'est un truc très flexible. Ruben Dias, avant d'arriver à City, il savait jouer 3 positions différentes, centrale, milieu défensif et arrière droit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'adaptent très très bien à Pep parce qu'ils savaient jouer dans différentes positions. Et c'est pour ça qu'on voit Bernardo Silva, etc., bien jouer avec eux. Mais l'important quand même, qui marche bien cette saison, et ça nous permettra de continuer sur les hommes forts, c'est Roger Schmidt. Tom, avant qu'on accélère un peu sur le coach actuel de l'équipe A avec Schmidt, revenir un peu sur ceux qui l'ont fait venir, c'est-à-dire notamment la nouvelle direction avec Rui Costa à sa tête. Ouais, cette direction, Rui Costa, c'est un ancien, évidemment, légende du Milan AC, mais aussi légende de Benfica. Il a eu 2 passages à Benfica dans les années 90, puis à la fin des années 2000. C'est joueur élégant s'il en est. Joueur élégant s'il en est. C'est une des légendes du foot portugais, numéro 10 et de ce Benfica. Ce club, il est bien structuré. Il y a, comme dans beaucoup de clubs portugais, beaucoup d'affaires. On ne sait pas vraiment si Rui Costa a un peu mêlé les dents, parce que tout à l'heure, tu posais la question et finalement, on n'y a pas répondu. Est-ce que l'emblématique Luis Felipe Vieira, donc président 6 fois de 2003 à 2021, oui, il a modernisé le club. Pour autant, aujourd'hui, il n'a pas du tout un statut de légende parce que quand il part, il n'y a même pas 2 ans, le club, il est dans un état catastrophique et il est surtout emmêlé dans des affaires de justice. Il faut se rendre compte que le Stadio de la Luz a été perquisitionné par les enquêteurs. On se rappelle tous, on croyait que Benfica allait exploser à l'époque. Voilà, on s'est dit exactement ça. Lui, Vieira a été emprisonné, il a assigné à résidence depuis. Et l'ensemble des réquisitions dans l'affaire, c'est quand même abus de confiance, escroquerie aggravée, falsification, fraude fiscale et blanchiment d'argent dans le cadre de l'opération Carte Rouge qui avait été dévoilée. On dirait le CV de Val. Tout ça, c'est quand même à l'encontre du Benfica et de l'État portugais pour plus de 100 millions d'euros. Il a mis la santé financière et judiciaire du club dans un état catastrophique et c'est un vrai problème. Rui Costa a été son bras droit, il a été directeur sportif puis son adjoint à la direction pendant ces années-là. Le fait est que les supporters les benfiquistes étaient un peu partagés à ce moment-là quand Rui Costa a été élu. Alors il n'y avait pas une opposition dingue parce qu'il ne représentait pas non plus une complète renaissance et un schisme avec la présidence Vieira. Pour autant, il avait statut d'emblème et de légende du club, donc ils l'ont accepté. Il a été élu de manière assez hégémonique par les 40 000 socios qui ont voté. Et depuis, il a vraiment mis en place une structure ultra importante. On parlait de la formation avec Pedro Ferreira qui pilote ce recrutement et les 200 recruteurs. Il y a Luisao qui est aussi un ancien joueur emblématique, capitaine de la fin des années 2000, début des années 2010, qui est aujourd'hui directeur technique qu'on voit très souvent sur le banc. Le Benfica travaille très bien là-dessus, un peu sur le moderne d'un Bayern, et à l'opposé du modèle. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que tu as une structure très solide qui est potentiellement indépendante d'un seul homme et qu'il n'y a pas 3 mecs qui prennent des décisions sans écouter personne. Surtout qu'il y a tellement d'anciens effectivement dans le club, c'est que en fait, tu as un nouveau qui arriverait comme Rui Costa, même si ça fait longtemps qu'il est là. Il se ferait rabâcher tout de suite s'il fait des conneries, quoi. Et justement, en fait, du coup, ça doit être assez agréable pour un coach par rapport à d'autres clubs de la capitale française d'arriver dans un club avec une grosse structure comme ça. C'est certainement plus facile de se mouler là-dedans, mais ils ne sont pas allés choisir n'importe qui. C'est quand même un pari d'être sorti du Portugal et d'être allé chercher Roger Schmidt. Est-ce qu'on peut s'attarder un peu sur le coach de l'équipe A ? Ouais, Roger Schmidt, c'est un coach qu'on va apprendre à connaître réellement en Europe avec la Galaxie Salzbourg. Il va se faire repérer à Paderborn par Ralf Rangnick.
Alors, Rangnick, on le connaît pour ses performances avec Manchester United, Non, mais on mais le connaît surtout avant ça, comme étant un peu le père fondateur du gegenpressing. Donc voilà, il va apprendre à ses côtés et développer son style de jeu à Salzbourg. Ça va bien marcher. Il va aller au Bayer Leverkusen où pareil, là c'est poussé à son paroxysme. On est presque sur du chaos. Je crois qu'il y avait une stat sur la saison, ils font moins de 70% de passes réussies. Donc c'est pour bien montrer que c'est des équipes qui prennent tous les risques. Ça évolue avec le temps. Je tiens à préciser pour ceux qui veulent creuser, parce qu'on a le droit de se faire de l'auto-promo. Je sais pas ce que ça vaut parce que j'ai jamais réécouté, mais on avait fait il y a sur la saison 1 de 11e art, qui s'appelait pas encore 11e art à l'époque, mais une saison, une émission d'1 heure et demie sur l'école de coaching allemand, et vous y retrouverez notamment plein de détails sur Rangnick, sur Roger Schmidt, en fait sur l'ensemble des coachs. On s'est rendu compte de Marco Rose à Jürgen Klopp, exactement, tous les fils spirituels de Rangnick. Juste avant que je redonne la parole à Bilal, il y a aussi un point qui est assez important sur le parcours de Roger Schmidt, c'est qu'il n'a jamais été joueur pro. Il a joué en haut niveau amateur, mais il n'a jamais joué pro. Il était ingénieur mécanique dans l'automobile. Oui. Très matheux. Peut-être plutôt bien fait. Et il a cette approche très mathématique, notamment sur la data, sur le pressing. Et c'est pour ça qu'il a bien tapé dans l'œil de Rangnick. Ouais, et du coup, donc Bayer Leverkusen, ça marche bien. En tout cas, en termes de style de jeu, c'est remarqué. Derrière, il va partir en Chine. Donc, il va aller voir une autre culture, autre chose, et il va revenir au PSV Eindhoven. Et du coup, là, ça va être un autre schéma. Parce qu'avant, il avait des équipes, on va dire, Bayer Leverkusen, c'est plutôt, c'est pas une équipe qui était amenée à être qualifiée en LDC non plus tous les ans. Là, c'est une équipe dominante. C'est le deuxième plus gros club du pays. Que ce soit au PSV Eindhoven ou à Benfica, c'est plutôt, il doit faire évoluer son jeu. Et là, du coup, on peut plus être vraiment sur le gegenpressing comme il avait à l'époque. Il va être capable de faire évoluer son jeu, et on le voit depuis le début de l'année, où certes, on retrouve les mêmes principes, mais c'est beaucoup moins agressif. Certes, tu fais toujours pas respirer l'adversaire, mais toujours du don de soi à tous les niveaux, etc. Une intensité, etc. Être très haut au global, mais c'est moins le chaos que ça pouvait être à l'époque du Bayer Leverkusen. Et en tout cas, ça marche plutôt bien. Donc en fait, on est sur un mec très hybride qui s'adapte et à la culture du pays où il coach et à son effectif. Tom, tu voulais rajouter un truc sur Roger Schmidt ? Ouais, en fait, notamment au temps de Salzbourg, il avait claqué le Bayern de Guardiola à l'époque. Ouais. Et ce qui m'a fait doucement sourire, c'est. Pardon ? En amical. En amical, mais ça compte quand même. Et depuis ce jour-là, selon SoFoot, Guardiola est devenu absolument fan du mec. Et SoFoot qui tirait quand même en 2015, Schmidt et Guardiola copié. Ouais. Et franchement, il y a de ça parce que c'est le football moderne, entraîneur moderne qui sait s'adapter à ces joueurs effectivement de tout terrain en pressing, mais aussi des joueurs de ballon, des joueurs qui savent jouer avec la semelle, etc. Tu parlais du pressing traps, où il se retrouve dans les coins du terrain pour aller récupérer le ballon. Il fait beaucoup moins effectivement avec le Benfica, mais c'est pas pour autant que c'est pas impressionnant. Si vous regardez le match notamment contre Bruges, ça part dans tous les sens. C'est les grandes années de Leverkusen, et le PSV l'année dernière, c'était déjà ça un petit peu. Maintenant, il faut, pour passer à l'autre étape, et c'est un peu ce qui se passe cette année, c'était une grande campagne européenne. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que lui reviendra un jour en grande pompe en Allemagne, que ce soit à Dortmund ou peut-être même au Bayern. On verra comment ça se passe avec Nagelsmann, mais il lui fallait un truc pédigré européenne. Parce que ça manquait un petit peu à son CV. En tout cas, on est vraiment sur de l'école allemande, entre guillemets, basique, avec un coach très hybride qui s'adapte, mais on garde quand même des principes de jeu. Que ce soit le gegenpressing, le contre-pressing. Moi, je trouve aussi, alors peut-être que je me gourre, mais en tout cas, je trouve que son Benfica et même son Leverkusen de l'époque était quand même très axé sur la transition rapide. On n'est pas sur de la possession stéréotypée. Comme il y en a un peu plus avec le Benfica. Oui, un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'on est quand même sur un championnat où il domine largement, alors que typiquement, tu vois les stats de possession en Ligue des Champions, ça n'a rien à voir. Je crois qu'ils perdent 15% comme ça de possession, et c'est normal parce que tu n'as pas la même adversité et tu t'adaptes. Mais c'est intéressant ce que disait Tom sur la fin, c'est que par contre, effectivement, il y avait ce côté où maître tactique, il a su évoluer, s'adapter aux cultures de jeu depuis les Pays-Bas et le Portugal, qui sont où il y a une réputation et une histoire de ces pays sur un foot beaucoup plus technique que tactique et beaucoup moins physique. Juste au passage, il a toujours quand même eu ce côté très offensif. Sa saison du titre en 2014 avec Salzbourg, c'est 110 buts en 36 matchs, 36 pas 38. Donc c'est assez énorme. C'est la saison l'an dernier. Le Red Bull Salzbourg est déjà un gros à l'échelle autrichienne, mais c'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Il ne surdomine pas comme dans la même ampleur. Mais effectivement, il va beaucoup s'adapter à tout ça. La critique qui lui était faite, c'est juste, il fait ce qu'on lui demande, mais il n'arrive pas à passer le cap, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Avec Leverkusen, son objectif c'est de se qualifier en Ligue des Champions. Il finit 4e en 2015, il finit 3e en 2016.
il y a une belle qualité de jeu. Il y a des matchs où il impressionne, notamment contre le Dortmund de Klopp à l'époque. Mais il lui manque ce petit truc. Avec le PSV, c'est pareil. Ils se confrontent vraiment à l'Ajax, qui est dans une période de domination assez importante. Ils vont réussir à arracher une super coupe et une coupe des Pays-Bas, mais ils vont pas essayer d'aller vraiment les embêter sur la durée en championnat. Alors du coup, je vais te poser une question qui va faire une très bonne transition, mais est-ce que jusque-là, ce qui lui manquait, est-ce que c'était pas l'effectif qu'il lui fallait pour péter entre guillemets ce plafond de verre, faire une campagne urbaine? Parce que comme tu dis, à l'époque, tu avais quand même le gros Ajax, en Allemagne, il avait quand même des gros morceaux en face de lui. Là, on va dire que non seulement en championnat, il a un peu plus la voie libre devant lui, et en plus, il a réussi à façonner. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un effectif de qualité. On va s'y attarder un petit peu. Et peut-être que, et aussi peut-être que lui aussi, il arrive à maturité à force de oui, multiplier je pense qu'il a les progressé aussi. expériences, Ouais. d'avoir aussi peaufiné son style de jeu. C'était peut-être pas fouillis, mais moins équilibré à une époque. Peut-être que ça l'est maintenant et qu'il a les joueurs pour avoir plus de phases de possession et maîtriser le jeu autrement que par une récupération haute et une transition rapide. Oui, et de toute façon, j'allais dire, on est sur un coach a priori qui se remet en question et qui sort de sa zone de confort. Il avait pas d'intérêt particulier à aller au Benfica. Non, mais il aurait pu, ce gars-là en soi, il peut coacher 5 équipes allemandes pendant 15 ans et jouer il aurait pu rester au PSV. La cinquième, oui, au PSV, etc. Il allait se challenger avec le Benfica au Portugal, ce qui était audacieux. Sur la chance, tu disais, il a la chance d'avoir un effectif et une équipe dominante en championnat. Faut aussi voir que vraiment, on en parlait tout à l'heure d'un point de vue judiciaire, mais du coup, sportivement et économiquement, quand il arrive au Benfica l'été dernier, il y a quand même des grosses difficultés. On se demande où il arrive. Accessoirement, c'est le premier coach non espagnol ou portugais à venir depuis Koeman en 2006 du côté du Benfica. Donc, il y a aussi vraiment ce côté culturel où est-ce qu'il va réussir à s'adapter. Justement, on va s'arrêter sur cet effectif parce que c'est vrai que moi, je dis évidemment qu'aujourd'hui, en mars 2023, on peut dire oh, l'effectif est solide, etc. Mais en fait, l'effectif est assez solide grâce à lui. Il y a quand même pas mal de joueurs qu'il a valorisés et fait sortir de terre. On ne connaissait pas en début d'année, soyons très honnêtes. On peut déjà parler de la petite révélation de cette année. C'est Antonio Silva, le défenseur central. Il joue son premier match pro en août 2022. C'est que tu allais parler de Vlachodimos. Ah non, lui, je le garde pour après. Mais du coup, typiquement, 3 mois après, il était titularisé en Coupe du Monde face à la Corée du Sud et il est devenu le plus jeune portugais à jouer en Coupe du Monde. Donc, c'est un défenseur qui n'est pas forcément très rapide, mais qui a une grosse qualité de relance, notamment sur les longs ballons, et qui a une belle anticipation pour compenser cette vitesse, justement. Et à côté, tu as forcément Otamendi qui vient justement apporter l'expérience nécessaire pour cadrer le jeune loup. La roublardise. Voilà, ou le jeune mec Cet plutôt. enculé d'Argentin. Et donc voilà, donc ils ont un secteur défensif, c'est la meilleure défense du championnat. Il y a Vlachodimos dont on peut parler également, qui est un peu pour certains supporters le point faible de l'équipe. Mais en attendant, voilà, Antonio Silva qui s'est bien révélé cette année, il lui a laissé sa place dès août 2022 et c'est quand même une belle prouesse de le faire. Ouais, je voulais juste rajouter un truc sur Antonio Silva. Ça fait partie des profils qui étaient très intéressants au niveau de l'académie, parce que l'académie de Benfica, c'est pas que Seychelles, c'est aussi 5 autres centres dans le pays. C'est comme si le PSG allait implanter un centre de formation à Toulouse, à Marseille, à Lyon et à Lille. Il récupère tous les jeunes locaux. Donc, à la limite, c'est plus utile de faire Sarcelles, Torcy, Aubervilliers. Oui, non, mais je prends Paris Intramuros. J'ai pris des exemples comme ça, mais en gros, Antonio Silva, à 14 ans, en fait, tu peux arriver à Seychelles, sauf que lui, il fait une première saison, il s'adapte pas très bien, il rentre chez lui et il continue de s'entraîner avec le Benfica, mais chez sa famille, dans le nord du pays. Donc, je trouve que c'est une bonne approche quand même à essayer d'adapter les joueurs. Et après, on peut dire aussi qu'ils ont quand même des bons latéraux si on veut finir sur la ligne défensive, etc. On a Alejandro Grimaldo qui arrive à maturité aussi, certainement à 26-27 ans. Ça fait quelques années quand même, parce qu'il est au top niveau, mais effectivement maintenant. Ouais, mais il était quand même moins régulier avant. On a toujours pas appelé en sélection, à noter quand même. Mais on a toujours attendu plus. On a toujours attendu plus de Grimaldo, et là, on va dire qu'il fait vraiment enfin une grosse saison pleine. Surtout qu'il est dans une équipe qui est une des équipes en Europe qui fait le plus de centres, donc lui il en bénéficie clairement. Il joue avec des ailiers à l'intérieur, donc au final tes latéraux montent énormément, et du coup Grimaldo va être amené, comme Bas à l'opposé, vont être amenés à justement Alexander Bas, on parlait justement des recrutements qui vient du Slavia Prague, donc on a encore un mec qu'on n'attendait pas forcément, qui est une vraie révélation. Hans aussi du Feyenoord arrière droit. Et du coup, on va peut-être avancer d'une ligne, Flo, et passer un petit peu, parce qu'ils ont quand même, je trouve que c'est une des grosses forces de ce Benfica, c'est leur milieu de terrain notamment. C'est leur milieu de terrain, et pourtant ils ont perdu Enzo Fernandez qui avait été recruté donc depuis River l'été dernier, et qui est parti au bout de même pas 6 mois, et puis s'en va, même pas. 5-6 mois. Bon, ils ont fait une petite plus-value financière assez intéressante, mais pour le coup, c'est quand même en plein milieu de saison une grosse perte, d'autant qu'en plus, son départ a quand même un peu marqué parce qu'il s'est fait dans des conditions où lui était resté en Argentine, ne voulait pas rentrer, il voulait plus s'entraîner
pour forcer son départ à Chelsea. Ça a beaucoup profité à Chiquinho qui a ce côté beaucoup plus créateur. On a Joao Mario aussi qui vient beaucoup dans ce milieu de terrain s'immiscer. Mais moi, je voulais vraiment faire un focus sur Florentino Luis parce que c'est un joueur dont on parle un peu moins. Il était connu, il a 23 ans aujourd'hui, donc il a un profil sentinelle. Connu des joueurs de football manager depuis 8 ans. Exactement, il y a un peu ce côté football manager de toute façon. Will Steele mais il a ce côté sentinelle. En 2019, il commence vraiment à s'installer dans la rotation de Bruno Lage. C'est Bruno son prénom. Bruno Lage à l'époque. Bruno. Il commence vraiment sur sa première saison à s'intégrer. Il est tout jeune à l'époque. Il a 19 ans et il va connaître un passage à vide. Toujours sous Bruno Lage qui va de moins en moins le faire jouer alors que c'était un des plus gros prospects, un des plus gros espoirs portugais, tout le monde le voyait assez rapidement en sélection. Il va être prêté à Monaco où il va jouer même pas une dizaine de matchs. On l'attendait qu'il rebondisse à Monaco. Moi, très honnêtement, je pensais qu'il allait être énorme. Mais... Non, il arrive à encore Monaco. mon flair. En plus, c'est un Monaco assez complexe sous Nico Kovac où il va jouer. Je crois qu'il joue même pas 300 minutes sur 10 matchs répartis. Donc pas grand-chose. La saison d'après, donc la saison dernière, en 2021-2022, il est prêté à Retafe où il est titularisé même pas 10-12 matchs. Donc il commence à rejoindre un petit peu, mais c'est pas non plus la folie. Et en fait, il revient l'été dernier. Tout le monde pense qu'il va être vendu ou qu'il va être libéré de son contrat. Et Roger Schmidt en fait vraiment un de ses joueurs. Là, entre lui et Joao Mario, on est sur 2 phénix là. Ouais, on a un côté phénix. Alors pas le même âge, heureusement. Non. Florentino Luis, du coup, il va pouvoir peut-être enlever sa carrière. Mais si vous l'aviez vu sur la confrontation contre le PSG, il avait été monstrueux au milieu de terrain. Ouais. Moi, Joao Mario, c'est la petite trentaine, c'est bien aussi. C'est là en détaillant l'effectif surtout que je disais, même s'il l'a en partie construit, Roger Schmidt, il a élevé ses joueurs à ce niveau-là, mais où je trouve très solide parce qu'il n'y a pas vraiment de ligne faible parce que même la ligne offensive, elle est extrêmement solide, Tom. Ouais, il y a un peu de tout en fait. Tu as du David Neres qui a été remis en forme, qui lui, pour le coup, même s'il rentre un peu intérieur parce que pied droit, côté gauche, il est quand même plus dans la percussion qu'un Joao Mario qui lui a tendance à rentrer plus intérieur. Je vais souligner le jeune joueur très FM qui est Chalderoux. Et que tout le monde attendait. Il y a eu quand même, ça s'est excité sur Twitter quand il est arrivé cet hiver. Absolument. Et il y a des gens qui disent que la communication du Benfica était vraiment pour ça. C'était pour ramener tous les fans FM à venir supporter le Benfica. Mais bref, il y a lui qui arrivera, qui est un peu plus en équipe B actuellement, mais qui vient dans l'équipe première. Mais les deux vrais noms devant, c'est Rafa Silva qui est arrivé du Braga, dont on parlera peut-être plus tard, en 2016, et qui lui est un sorte de 10, mais qui dépasse. Rafa, on a l'impression que ça fait 20 ans qu'il est là. Ouais, mais c'est ça. Rafa Silva, typiquement, c'est monsieur Europa League pour moi. C'est grand monsieur avec Braga, et puis devenu progressivement un grand nom avec Benfica. Il joue dans un sorte de 4-2-3, un deuxième attaquant qui dépasse souvent son numéro 9 qui est devant et se retrouve souvent devant le but, mais en même temps fait souvent la passe en arrière, tu vois, un peu à la Pep Guardiola. Parce qu'il a aussi un 9 qui dézone énormément. Exactement, qui est Gonzalo Ramos, qui a fait évidemment son grand nom avec son triplé en Coupe du Monde à la place de CR7, qui est la grande révélation de cette année. Il a marqué un but tous les 2 matchs sur sa carrière, c'est quand même plutôt pas mal à son âge. Il arrive en équipe pro il y a 2 ans. Et franchement, s'il y a des joueurs qui partiront cet été, il y en aura forcément. Je pense que lui, c'est le numéro 1 avec Antonio Silva dans les gros noms qui partiront. Je vais quand même souligner le petit Enrique Araujo, qui était buteur à 3 fois contre Salzbourg en finale de Youth League l'année dernière. C'est une grosse étape pour l'académie parce que même si c'est l'une des meilleures académies, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, ils n'arrivaient pas à gagner ce trophée de Youth League et c'est en grande pompe qu'ils l'ont gagné l'année dernière. Et Araujo avec un triplé. Et c'est jeune encore à 21 ans, il a quand même eu une quinzaine de titularisations cette semaine. On va pas parler pendant 1 heure de l'effectif, que le mieux qu'on peut faire, c'est de vous encourager à le regarder. Et puis ce qui est bien, c'est qu'en plus, d'habitude, on parle d'équipe où on dit allez le regarder. Je sais très bien que t'as personne qui va aller regarder des matchs de Eredivisie. Là, au moins, ils sont en quart de Ligue des Champions. Donc, là, ils sont en quart de Ligue des Champions, donc vous allez forcément les voir et vous pouvez prendre ça comme matière pour regarder un peu ces petits joueurs de plus près. On va finir, les gars, comme d'hab. Maintenant, comme à l'habitude, je vais vous demander à chacun comment vous voyez les perspectives du club, donc que ce soit pour la fin de saison et plus à moyen long terme dans les années à venir. Sur la fin de saison, l'enjeu, ça va pas être le titre. Ils ont 10 points d'avance sur Porto qui est deuxième. Ils vont être champions. Ils font une saison stratosphérique. Ils ont mis 66 buts en 25 matchs. À la limite, l'enjeu, ça va être évidemment la Ligue des Champions. Ça va être aussi de voir, c'est anecdotique, mais s'ils sont capables de battre le record historique de points dans le championnat portugais. Là, ils en sont à 68. Et s'ils maintiennent le rythme, il faut dépasser les 91 de Porto. S'ils maintiennent le rythme à un peu plus de points par match, c'est jouable. Et après, à plus moyen terme, où on va dire, en tout cas, le court terme, ça va être l'été prochain, ils vont pas pouvoir retenir tout le monde. Je pense qu'entre Rafa Silva, Gonzalo Ramos, Antonio Silva, il y en a minimum 2 qui vont partir.
C'est ça qui est frustrant avec Benfica, c'est que ça s'en va et ça revient. Il y a tellement de turnover que voilà. Après, ils dépensent bien, ils arrivent à bien acheter. On parlait de la plus-value sur Enzo Fernandez en même pas 6 mois. L'été dernier, ils ont acheté pour 65 millions d'euros David Neres, Enzo Fernandez notamment. Ils sont déjà rentrés dans les frais en même pas 5 mois. Plus Et 140 ils millions. arrivent à le faire depuis presque 15-20 ans. La question, ça va être les départs des joueurs majeurs dont on parlait. Antonio Silva, ils ont un peu pris les devants. C'est Jorge Mendes aussi son agent, donc il sait très bien quoi faire. Le Ils fameux l'ont prolongé jusqu'en 2027 avec une clause libératoire à 100 millions. Parce qu'ils veulent le vendre plein pot en fait, un peu comme Ruben Dias à l'époque. Bon, À ça partir sent, pour 120 millions à Wolverhampton. Ouais. Et ok, mais est-ce qu'on peut dire aussi quand même, peut-être pour rassurer les benfiquistes, mais je sais même pas si ce que je vais dire est vrai, mais que peut-être que la structure est plus solide qu'il y a 4-5 ans et qu'au moins on peut se dire que financièrement, etc., c'est stable ou ils sont en pas fait, encore à chaque fois, sortis de leurs affaires. c'est du risque. Avant le transfert d'Enzo Fernandez, il était en négatif 17 millions sur la saison. Évidemment, il y a l'argent du trophée en championnat qui va rentrer, il y a la Ligue des Champions qui va rentrer, il y a les 120 millions qui vont rentrer, mais à chaque fois, ils se mettent en dette en espérant faire de la plus-value. On est sur de la prise de risque. Voilà. Je fais un petit clin d'œil à exactement ce que disait notre ami David Glusman Absolument. il y a 2 comex quand on parlait du savoir perdre et qui disait en effet qu'il faut savoir perdre pour mieux gagner. C'est ce que fait Benfica. Mais justement, eux, leur stratégie elle est quand même assez risquée parce qu'il suffit que tu rates 2 mercatos et clairement, tu te retrouves dans une situation assez compliquée. Mais c'est ce qui arrive souvent au club français et c'est rarement arrivé à Benfica au final. C'est vrai, c'est le réseau de scouting, c'est toutes ces choses-là, c'est toute la structure qui garantit entre guillemets la qualité et aussi un historique qui fait que tu vas attirer les meilleurs joueurs. Et je pense qu'il y a aussi un sujet qu'on doit évoquer sur l'économie un petit peu du championnat portugais, c'est que ça c'est particulier au Portugal, tu as les droits TV, c'est pas comme en Ligue 1 ou dans d'autres championnats, chaque club va négocier ses droits TV. Donc tu as un peu ce truc où en fait Benfica va négocier tout seul, mais les autres aussi. Et prochainement, il y a une renégociation qui va avoir lieu et du coup, la répartition serait plus équitable pour justement bénéficier aux clubs qui habituellement, les autres clubs au dehors des 3, c'est entre 3 et 6 millions. Donc la donne évoluerait quand même, donc tu aurais quand même moins de droits TV j'imagine et du coup il suffit que tu rates un petit mercato ou 2 et là tu te mets un petit peu dans la difficulté. Ok, donc on est tous à peu près d'accord pour dire que pour les perspectives de Benfica, ça risque potentiellement de ressembler comme sur les 15 dernières années, ils vont être dépendants de leur recrutement, de leur mercato, parce qu'ils vont garder en tout cas cette politique de trading. Oui, clairement. Et tu comparais avec les clubs français. Les clubs français n'investissent pas autant sur le marché. Ils espèrent quand même des plus-values. Mais quand l'OL faisait ça, tu vois, à 2-3 millions l'achat et à 20 millions la revente, tant mieux. Quand tu achètes à 25 et tu revends à 100, bah là, tout de suite, c'est plus intéressant. On est sur d'autres échelles de valeur. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de turnover que même un mercato, tu le foires, t'es foutu, quoi. Donc, je pense que ça dépend du scouting. Voilà. Après, comme on le disait en première partie, on peut dire que quoi qu'il arrive, en Europe, c'est certainement un des clubs qui travaille le mieux en termes de formation, de post-formation, de recrutement. On va dire que même s'il y a risque financier, il y a quand même ça maîtrise plutôt pas mal au niveau des plans B et des plans C. On pourra en parler très longtemps, mais je vais vous arrêter là, les gars. On a déjà été un petit peu long. On verra du coup si les Lisboètes peuvent même rêver européens cette année. En tout cas, on va suivre leur quart de finale de près. Et moi, personnellement, je vais espérer une demi face au Napoli. Je pense que ça pourrait nous faire un très très beau match vu le style de jeu des deux équipes actuellement. Très 11e art comme demi-finale. C'est extrêmement 11e art. Quoi qu'on est quand même sur du gros morceau. Oui. Je propose, les gars, maintenant qu'on passe à vos chroniques. Pour rester en terre portugaise, on va enchaîner direct avec la chronique de Bilal qui va nous parler de Braga. Oui, mon cher Jules, j'ai choisi de profiter du fait qu'on parle du championnat portugais pour parler de Braga. La 3e ville du pays se devait d'avoir une équipe qui rivalise avec le top 3 qu'on vient d'évoquer. Et Braga, cette saison en tout cas, fait tout pour ressembler à une équipe compétitive et à exister dans ce championnat. Déjà, pour situer la chose, depuis 1993, seules 3 équipes ont réussi à faire un podium dans la Liga Bwin. Le club Vitória de Guimarães par 2 fois, Passos Ferreira 1 fois et Braga 3 fois, dont la dernière fois c'était Eh oui, c'était pour vous ça, messieurs. Dont la dernière fois, donc Braga, c'était en 2019-2020. Et comme souvent pour les clubs portugais, il faudra l'arrivée d'un homme fort dans le club pour le transformer. Cet homme arrive en 2003, c'est le président Antonio Salvador, qui va permettre au club de passer d'un statut de club moyen à celui de club qui peut compter. C'est un riche homme d'affaires portugais qui va user d'une gestion économique rigoureuse en vendant bien notamment 350 millions de ventes environ sur les 10 dernières années pour restructurer le club et le développer sportivement.
mais aussi au niveau du marketing, de la communication avec la création de la chaîne du club, ou même au niveau du lobbying politique en proposant le plan Salvador afin d'améliorer la compétitivité globale et la concurrence au sein d'un championnat vampirisé par les trois grands. En 2017, une autre étape est passée par le club avec la construction de son centre de formation, la Cité Sportive. L'œuvre du siècle, selon les dires de Salvador lui-même. Un investissement de 10 millions dans une structure de très haut niveau pour permettre de développer les talents qui passent par le club et qui forcément permet de belles ventes, comme celle de Vitinha, vous l'imaginez bien, qui a rapporté 32 millions au club. On attend toujours de savoir s'il les vaut. Depuis l'arrivée d'Antonio Salvador à sa tête, le club a remporté 2 Coupes du Portugal, 2 Coupes de la Ligue et réalisé ses premiers podiums en championnat. Sur la scène européenne, ils ont même réussi à atteindre une finale d'Europa League en 2011, qui perdront face au Porto d'André Villas-Boas. C'est donc un club qui évolue et qui s'installe petit à petit depuis 20 ans en tant que 4e plus grande équipe du pays. Cette saison, le club de Braga est actuellement 3e et réalise encore une très belle saison avec 18 victoires en 25 matchs joués. C'est d'ailleurs la seule équipe à avoir réussi à faire tomber le fameux club de Benfica qu'on vient d'évoquer, en leur collant un bon 3-0 dans les règles, et d'ailleurs, ils les ont également éliminés en coupe. Donc même si la bataille pour le titre s'annonce compliquée, Braga se dresse comme un vrai prétendant pour le podium en fin de saison. Grâce à un savant mélange entre anciens du club comme Ricardo Horta, qui réalise encore une saison complète avec 9 buts et 6 passes décisives, et des jeunes du centre de formation, le tout géré par un staff qui connaît bien l'effectif, avec le retour d'Arthur Georges à sa tête, lui qui avait fini 3e du championnat avec le club en 2019-2020. En tout cas, on va suivre ça et on comprend mieux ce qui a amené QSI à acquérir 21,67% de Braga en octobre dernier. En fait, Bilal est en train de vous dire de manière extrêmement fine que il y a de grandes chances qu'on fasse un épisode sur Braga à un moment ou un autre, et sur ce Antonio Salvador il m'a l'air savoureux, ce Antonio Salvador. Alors, en vrai, ça a l'air d'être un gars super intéressant à suivre, et justement, il est un peu au cœur de cette bataille. En plus, il a l'air mégalo comme il faut, il a un blast de genre de claquette, c'est magnifique. Ah, mais ça a l'air d'être vraiment quelqu'un. Dictateur sud-américain. Ouais, il a même le plan Salvador, je voyais déjà les avions ricains débarquer au Chili. C'est pas très loin du plan Salazar. Oh merde, c'est pas le même. Bon, on va continuer du coup sur un tout autre sujet, mais peut-être que Flo va quand même parler de dictateur, on verra. Oui. Toi aussi, Flo, toi aussi, t'en as gros sur cette période post-Coupe du Monde et les affaires autour des Bleus. Et c'est vrai qu'avec toutes ces affaires, moi j'ai vraiment la Coupe du Monde, c'est il y a 2 ans. Et ouais, au moment où le quotidien du football de club et ses turpitudes laissent place à une nouvelle trêve internationale, l'équipe de France a donc ce don de toujours faire parler d'elle. Dans un climat post-apocalyptique au sein d'une fédération à la dérive sur tous les plans, qui aura donc vu Deschamps être prolongé sur le long terme à la surprise générale, Corinne Diacre être évincée face à la fronde de ses joueuses et d'un poste dont personne ne semble vouloir, et qui aura surtout vu la 3F se déchirer face au comportement, aux propos et aux agissements de son désormais ex-président Noël Le Graët. Rance, dépassé et qui a bien fini par tardivement accepter de lâcher la barre, entraînant dans sa chute au passage son ancienne DG, l'autoritaire Florence Ardouin, empêtrant à deux l'institution un peu plus dans les affaires judiciaires des plus dégueulasses aux plus mesquines. Mais l'heure est pourtant à la renaissance et d'une gouvernance nouvelle. Non, je rigole, cette heure-là, elle n'a pas du tout sonné. Partie sous les applaudissements et les larmes de ses membres du COMEX et désormais à l'abri au sein de la mafia footballistique de Gianni Infantino, l'ombre du baron breton plane toujours au sein d'une instance dirigeante de la FFF qui se déchire pour le pouvoir. Un véritable jeu de cartes façon House of Cards, version alcoolisée, 3F oblige. Entre plusieurs clans qui visent le contrôle de la plus puissante fédération sportive française et face à une ministre des Sports dont le but semble désormais acquis, malgré l'absence de remise en question du fonctionnement de l'institution, alors, pour ce premier rassemblement depuis la Coupe du Monde 2022 et post-frénésie dans les couloirs du boulevard de Grenelle, la fédération a vu en grand, pour fêter au Stade de France et comme il se doit, ses finalistes. Et plus particulièrement les néo-retraités internationaux, Hugo Lloris, Raphaël Varane, Steve Mandanda ainsi que Blaise Matuidi. Mais un homme, par son absence à cette cérémonie, devrait attirer tous les regards. Karim Benzema, qui vient d'annoncer sans grande surprise la fin de sa carrière en sélection, devrait selon toute vraisemblance décliner l'invitation. Lancé dans une guerre froide avec son ancien sélectionneur, suite à l'affaire de son départ en catimini du Qatar au début de la compétition. Car la polémique n'est pas redescendue depuis, entretenue par les déclarations douteuses du sélectionneur et les révélations de la presse et Romain Molina sur l'éviction du buteur. Alimenté évidemment à plusieurs reprises par Kabenwebe sur ses réseaux sociaux, un terrain sur lequel le Ballon d'Or étale autant son génie que son ambiguïté. De l'image de sa poignée de main avec Griezmann lors du derby madrilène accompagné d'un emoji lavage de main aux allégations de Manchon suite aux propos de Deschamps. Et pour lequel nous attendons surtout la version complète du Nwebe pour comprendre enfin. Dans ce climat électrique, et alors que la foudre ne cesse de s'abattre autour de l'équipe de France, la lumière n'est évidemment jamais bien loin, et finit toujours par rejaillir sur l'incontournable Kylian Mbappé. Ce premier rassemblement post-Coupe du Monde était donc celui d'un cycle nouveau, et on a déjà pu entrevoir les espoirs au Qatar. Incarné bien évidemment par la nécessité de nommer un nouveau capitaine pour succéder au taiseux et frileux Hugo Lloris.
Et alors que Griezmann, comme tu le disais Jules, de par son expérience, son ancienneté et son vécu avec les Bleus faisait office de grand favori, renforcé par son lien de père-fils avec Deschamps, le sélectionneur a donc choisi de nommer Kylian Mbappé, 24 ans, soit autant au passage que Platini en son temps, prenant le brassard du biceps du lieutenant Marius Trésor. Il faut dire que l'attaquant ne cesse de passer les paliers. Dans le sillage de son triplé historique en finale de Coupe du Monde, durant lequel on l'a vu prendre la parole avec vigueur à la mi-temps pour remobiliser ses troupes, pourtant dans un creux sportif au sein d'un PSG où rien ne tourne rond mais où son statut s'est encore renforcé à son retour de Doha, l'ailier parisien, et à la com incisive et toujours juste, va donc hériter du brassard. Une suite logique pour l'élu qui semble déjà avoir pris le leadership moral et sportif dans cette équipe de France. Mais presque forcé pour Didier Deschamps qui risquait d'irriter son génie, misant donc sur son charisme, sa popularité et une mentalité qu'il attend lui au service du collectif. Pour autant, cette nomination doit bien lui engendrer quelques sueurs froides, après que le natif de Bondy ait largement contribué au départ du président Le Gret, déclenchant notamment la motion de censure, ou encore remise en question la convention qui lie les joueurs à la fédération dans la foulée de son refus de poser pour certains sponsors. Mbappé, de son côté, se pose plus que jamais, en tout cas en étendard du foot français, incarnant son passé, son présent et surtout son avenir, et ouvrant la voie à une nouvelle génération talentueuse et pleine de promesses qui débute son histoire dès ce soir. Tiens, tu finis sur une note positive parce que le tout n'était pas réjouissant. Moi, je pense surtout que Dédé il brosse les pompes du meilleur pote de Manu pour finir ministre des Sports. C'est tout ce qui l'intéresse. C'est pas une mauvaise idée, ça. Ouais. On va finir sur un sujet un peu plus géopolitique et dans une région où on se rend compte que finalement nos problèmes n'en sont pas vraiment. Tom, toi, tu t'es intéressé à la Turquie et à la Syrie et comment ces pays se reconstruisent de leurs drames récents à travers le foot. Évidemment, je pourrais vous parler de la superbe saison du Galatasaray, ces nombreux anciens grands joueurs européens qui démontrent que l'âge n'est qu'un chiffre. Mertens, Mata, Icardi et le grand Léo Dubois. Franchement, on comprend mieux pourquoi ils sont leaders. Cependant, la Turquie, comme la Syrie, ont été frappés par 2 séismes successifs début février. Plus de 50 000 décès, des milliers de blessés et surtout 2 pays en deuil qui ont perdu leurs habitations, des membres de leur famille et doivent changer complètement de vie. Comme souvent, le football est apparu dans les heures difficiles. Dans le nouveau numéro de World Soccer, John Durden fait un rapport sur place de comment le football survit dans les zones de désastre. Il rapporte donc que les 2 clubs du sud de la Turquie, Antalyaspor et Gaziantep, sont retirés du championnat suite aux nombreux drames et la destruction de certaines de leurs infrastructures. Antalyaspor a notamment perdu leur directeur sportif et Christian Atsu, ancien joueur de Chelsea et Newcastle, décédés tous les deux dans la nuit du séisme. Leur stade est cependant l'une des rares grands bâtiments encore debout et sert largement d'abri pour de nombreuses familles, mais également de centre de distribution de nourriture et d'autres besoins essentiels aux familles des démunis. Le pays s'est uni dans le temps difficile. Pirlo, entraîneur du club de Fatih Karagümrük, a été photographié en train d'aider à la distribution de donations du public qui allaient être envoyées dans le sud. La fédération et la Super League ont promis de construire plus de 1000 habitations dans les zones les plus frappées par les séismes. Similairement au Betis Séville, pour les enfants malades, les fans du Beşiktaş ont lancé des milliers de peluches sur le terrain pour qu'ils soient donnés aux familles démunies. Union sacrée pour la Turquie qui s'est fait ressentir au travers du pays. Il faut se dire que le pays n'en est pas à son premier essai malheureusement. En 1999, un séisme avait déjà frappé le pays, tuant presque 20 000 personnes. Le football s'est relevé très rapidement, cependant. Galatasaray a gagné la Coupe de l'UEFA en 2000 et l'équipe nationale a atteint les quarts de finale de l'Euro quelques mois plus tard, avant de finir 3e au Mondial 2002 pour leur première apparition depuis 1954. Le football peut toujours se relever, et c'est quelque peu ce que prodigue Romain Molina dans The Beautiful Game. Malheureusement, l'union sacrée observée en Europe pour l'Ukraine et pour la Turquie s'est fait bien moins ressentir en Syrie. Depuis le début de la guerre civile en 2011, le pays s'est tourmenté par la corruption, la haine et certainement très peu d'unité nationale. Bien que les efforts populaires à travers le pays essayent de relever la nation, c'est clairement une situation très compliquée. Le séisme a ravivé ces difficultés. Avec 500 000 morts pendant la guerre et encore 12 millions de personnes ayant fui le territoire en guerre, la moitié du pays avait disparu en 10 ans. Bien que le football ait repris en Turquie, ce n'est pas encore le cas en Syrie. Le championnat de 12 équipes a non seulement été mis en pause, mais les joueurs et les membres du staff de ces équipes ont été demandés de se mettre à disposition du gouvernement pour venir en aide au reste de la population. Travail, famille, patrie. Voilà. La situation se complique d'autant plus dans le nord du pays qui a été plus affecté, étant donné que la zone n'est pas sous le contrôle de Bachar al-Assad, mais par un gouvernement intérimaire qui s'oppose au pouvoir en place. Les désaccords entre les 2 régimes n'aident certainement pas à la situation. Malgré toutes ces difficultés, il faut noter la progression de l'équipe nationale. Comme au Yémen, les équipes persistent et veulent rêver de jouer un jour un grand tournoi. Les Syriens n'ont certes pas joué de match de qualification de Coupe du Monde sur leur territoire depuis le début de la guerre, mais ils s'améliorent chaque année. Il n'était pas long d'aller en Russie avant de se faire évincer pour avoir fait jouer un joueur non éligible. La Syrie avait tout de même pu se frotter à l'Australie dans un play-off intercontinental. Le vainqueur de ce match aurait joué le Honduras pour une place au Mondial 2018 et donc dans le groupe de la France.
Défait par les kangourous, la Syrie garde tout de même un espoir de jouer un jour un grand tournoi sur le grand scène international. Et pourquoi pas en 2026. Le football, malgré les guerres et les catastrophes naturelles, peut continuer d'unir des pays, des populations et des continents. La situation politique tendue en Syrie n'aide certainement pas à faire avancer les choses, mais la Turquie a montré l'exemple en comment se relever de tels désastres. Ils pourraient être de vrais compétiteurs en Allemagne à l'Euro 2024. Bien loin des millions du Qatar et de la Super League, parfois il faut se souvenir d'où vient notre cher ballon rond. Écoute, c'est encore comme avec Flo, finalement, une touche d'optimisme, mais après un sujet pas très marrant, parce que c'est là qu'on se rend compte finalement que le capitanat de Kylian et de Grisou, c'est assez anecdotique. on s'en Mais fout un peu. c'est bien que tu en parles et qu'il y ait eu des livres comme Romain Molina, parce qu'on avait beaucoup parlé de l'Iran et de la situation Ouais. qui se passait au pays, et ça avait permis aussi de mettre en avant ce qui se passe là-bas. Il y a des pays qui, malheureusement, sur la scène footballistique, n'existent pas trop, ou moins en tout cas. Et l'Afghanistan. on n'a pas l'occasion de parler de tout ce qui se passe dans ces pays. Et de montrer et de rappeler que le Exactement. foot peut être un vrai vecteur social et Exactement. d'espoir d'ailleurs pour ces populations-là. Merci beaucoup les gars, merci à tous de continuer à nous suivre, on va essayer de continuer à vous proposer des sujets de qualité, continuez à nous soutenir, ça nous chauffe bien nous de notre côté à continuer à vous apprendre plein de trucs, à vous amuser un peu et continuer à regarder du foot, à kiffer ça, à en parler différemment à tout le monde. Ciao à tous et vive El Grande, El Famoso, Carl Tocco et Cambinho.